Se passer sur le front sud, parce qu'il se passe quelque chose sur le front sud, et on va commencer par là. Nous suivons plus particulièrement ce front. On a expliqué ici comment ce qui se passe à Bakhmout est certes important, mais ne changera pas la phase de cette guerre. Ce qui se passe sur le front sud, c'est très différent, parce que regardez, les troupes ukrainiennes sont autour de Robotyne et de Verbové, c'est la bataille de Verbové qui nous occupe beaucoup, et elles poursuivent leur objectif de traverser cette terre vers le sud pour réussir à couper en deux l'armée russe qui se trouve dans les zones orangées, dans les zones saumon sur cette carte. C'est le front qui est décisif. Or, oui, ça ne bougeait plus beaucoup depuis 3 ou 4 semaines. Et voilà que ces dernières 72 heures, il s'est passé des choses. Oui, l'armée ukrainienne avance et on a même vu pour la première fois les chars lourds. On a même vu donc que cette armée ukrainienne se sentait suffisamment forte pour engager ces chars lourds. Et on se souvient comment ils avaient été bombardés au début de cette offensive. Et bien cette fois, elle se sent suffisamment forte pour les engager à nouveau, autrement dit, pour tenter d'accélérer encore plus les choses, parce qu'il y a eu une nouvelle avancée. On va d'abord découvrir précisément ce qui se passe. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quelle est cette nouvelle avancée? D'abord, ce que l'on observe effectivement depuis 72 heures, c'est que oui, les Ukrainiens progressent. Si l'on en croit les fameux blogueurs militaires russes, les troupes de Kiev sont même entrées dans cette ville de Verbové. Ici, l'ennemi est entré dans Verbové et poursuit sa marche vers l'est, dit l'un des blogueurs, et qui au passage tacle d'ailleurs les supérieurs. Le commandant ne prend aucune décision, il se précipite comme un singe en cage. Cette avancée, elle est confirmée par l'Institut américain de l'étude pour la guerre que l'on cite souvent en référence, avec un signal très important. Les chars lourds engagés à ce niveau du front, c'est une première. Et ces images le confirment. Ce char ukrainien que vous voyez tente de pénétrer la ville. On distingue clairement en bas les dents de dragon de l'autre côté, donc en bas de l'écran, ce qui signifie qu'il a passé cette ligne de défense, que ces chars ont traversé des champs de mines, des dents de dragon, des fossés anti-chars censés barrer la route. Les forces ukrainiennes ont probablement suffisamment supprimé l'artillerie russe et d'autres systèmes anti-chars dans la région pour faire avancer leurs véhicules. C'est aussi le constat de l'ancien officier et auteur du blog Ne pas subir, Guillaume Ancel, écoutez-le. C'est là où c'est un tournant dans cette offensive. Qu'on ait vu des Ukrainiens de l'autre côté de cette deuxième ligne montre que, en fait, ils vont d'abord s'assurer, bien sûr, de la percée dans cette deuxième ligne. Donc, effectivement, ils vont l'élargir, ils vont détruire tout ce qui est sur les côtés. Le mot est horrible, mais ils vont nettoyer les tranchées et les bunkers qu'ont installés les Russes. Et ensuite, ils vont progresser vers la troisième. Plus significatif encore, les Ukrainiens ont engagé leurs chars occidentaux. On est ici aux portes de la ville. Ici, 2 chars de combat occidentaux de la 82e brigade d'assaut ukrainien. Il s'agit d'un Marder allemand, le premier, et le deuxième, le Striker américain. Tous les deux sous le feu de l'armée russe. Ces deux-là seront finalement détruits. Vous avez l'œil parce que c'est difficile à reconnaître, Lucille, mais bravo pour cette perspicacité. Mais je sais que vous avez consulté les meilleurs spécialistes également. En quoi cette avancée est-elle importante? En quoi ne peut-elle pas être résumée à une progression d'1, 2, 3 kilomètres, comme c'est le cas dans d'autres endroits du front? Eh bien parce que Kiev a une stratégie, contourner la ville de Verbové. Ce détour est vital pour échapper au gros des lignes de défense et c'est exactement ce que Kiev est en train de faire. Le blogueur russe dont on parlait tout à l'heure le constate lui-même. Il reste moins de 7 km avant l'encerclement complet de nos 2 divisions. Ainsi, l'armée ukrainienne pourrait se faufiler, on l'a vu, entre la 2e et la 3e ligne de défense. Une fois passés, les Ukrainiens pourront poursuivre leur route vers le sud s'ils n'observent pas de résistance. Écoutez à nouveau Guillaume Ancel. On s'arrête. Il faut qu'ils trouvent quel est l'endroit le plus fragile pour rentrer à l'intérieur. Leur but pour eux, c'est pas d'aller prendre un objectif plus au sud, c'est de traverser cette digue qui est une forme de ligne Maginot. Parce qu'une fois qu'ils l'auront traversée, ils pourront se déplacer pratiquement comme ils veulent. Alors ça, c'est un point important. Vous restez avec nous, Lucille, parce que je le disais, dans un instant, on verra qu'il y a un autre fait d'armes important qui concerne la mer Noire et le commandant russe de la flotte de la mer Noire
qui a été tué, c'est confirmé désormais par les frappes ukrainiennes ce week-end. Et d'abord sur ce point, je voudrais qu'on re-regarde la carte et que vous nous aidiez, Général Trinquant, que vous nous aidiez, parce que pour nous, quand on voit les troupes ukrainiennes qui contournent cette deuxième ligne de défense, on va revoir cette carte, si c'est possible, que vous nous montriez, Lucille, on se dit au contraire, ils sont pris en tenaille. Donc est-ce que vous confirmez que là, je ne sais pas ce qui bloque pour voir cette carte, mais on va la retrouver. Est-ce que vous nous confirmez que là, il y a un aspect tactique qui peut être très important? Oui, l'aspect en fait, c'est après avoir percé la première ligne, qui est une ligne apparemment continue, il faut passer entre les lignes 2 et 3, qui étaient indiquées sur la carte tout à l'heure, les lignes 2 et 3, qui sont des lignes discontinues. C'est-à-dire que une fois qu'on a percé la première ligne, qui avait beaucoup de... On disait que... Enfin, c'est les Ukrainiens qui le disaient, hein, qui disaient que 60% du dispositif russe était sur la première ligne. Donc avec des mines, des dents de dragon et des tranchées. Et là, on voit que les autres lignes, que sont les lignes jaunes dont on parle, et les lignes jaunes, 2 et 3, on voit qu'elles sont discontinues. Elles sont discontinues. Et donc, l'intérêt pour les Ukrainiens est de passer entre ces lignes discontinues et d'encercler peut-être ce qui se trouve encore sur la ligne 1 et sur la ligne 2, de façon à les encercler. C'était la remarque qui était faite sur les deux divisions qui pouvaient être encerclées. Mais pardonnez-nous, on va continuer effectivement sur cette carte pour bien comprendre. Quand on se trouve à cet endroit-là, c'est-à-dire en gros au bout de la flèche, on va revoir cette flèche de contournement, qui est un objectif qui n'est pas encore atteint, mais on comprend que ça va vite. Oui. Qu'ils ont engagé des chars. Quand on se trouve au bout de cette flèche, est-ce qu'on n'est pas sous le feu, non plus de la ligne 2 bien sûr, mais de la ligne 3? Mais bien sûr, c'est pour ça que sur les images, on vous montrait des blindés, mais ils ont tous été détruits. Ils ont été tapés par l'artillerie, on le voyait très clairement. Juste une petite remarque, il ne s'agissait pas de chars lourds, mais de véhicules transport de troupes. Donc c'est les Marder ou les Strikers, ou les Bradley, ce sont des véhicules qui sont blindés, certes, mais qui transportent de l'infanterie. Donc c'est pas encore les chars qui ont été engagés. Il y a des chars lourds, mais ce ne sont pas des chars occidentaux pour l'instant, les chars d'assaut qui sont engagés, si on a bien compris. Alors, Herbert Beauvais. ce qu'on voit là, ce sont les Marder, c'est allemand. Les Marder, c'est allemand. Les Bradley ou Striker, c'est américain. Mais ce sont des transports de troupes. Un transport de troupes, c'est blindé, mais ça fait 25 à 30 tonnes maximum. Ça a un armement léger, ça a un armement au maximum canon de 40 mm, alors que les chars, c'est des canons de 120, vous voyez. Et puis, c'est des engins qui font 60 tonnes. Donc, on n'est pas du tout dans le même registre. Mais c'est important, cette manœuvre. Pourquoi? Parce que l'impression que j'ai à voir ça, c'est qu'en fait, les Ukrainiens, après avoir franchi la première ligne, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent dans une zone urbaine. Et dans la zone urbaine, apparemment, il n'y a pas le même système défensif qu'ailleurs. Il n'y a pas les tranchées, il n'y a pas les champs de mines. Et donc, ils veulent utiliser ce couloir de zone urbaine pour progresser et ensuite se rabattre entre les deux lignes 2 et 3. Où là, vous les voyez, elles sont dans la plaine, là, avec les champs de mines, les dents de dragon et les tranchées au milieu. Donc encore une fois, la prise de brevet qui va permettre de contourner le dispositif entre la ligne 2 et 3, c'est bien. Maintenant, il faut le voir réalisé. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Je répète que toute cette manœuvre, parce que vous parliez tout à l'heure de la Crimée, et ça rentre dedans, la stratégie, c'est quoi? C'est de couper la Crimée, aussi bien de l'arrivée par la M14 et par la voie ferrée qui vient du Donbass, donc d'arriver le plus loin possible vers la mer d'Azov, et de couper l'arrière par le pont de Kerch, et de frapper au centre, comme ça a été fait sur Sébastopol. C'est ça le but. Mais là, tomber la Crimée. D'accord. Là, le but, c'est la Crimée pour vous, c'est-à-dire que si la percée vers le sud, et là on va regarder la première carte qu'on avait montrée tout à l'heure, si la percée vers le sud se réalise, on parvient aussi à couper cette armée russe via l'axe Mélitopol en deux. Exactement. Côté ouest et le côté est. C'est ça. L'autoroute M14 et la voie ferrée, c'est le cordon ombilical logistique avec le pont de Kerch. Donc c'est les deux points. Donc si vous tapez sur le pont de Kerch et vous tapez sur ce nœud du côté de Mélitopol, et donc plus vous avancez, plus vous êtes proche de pouvoir tirer avec votre artillerie là-dessus et de rendre la vie impossible
pour les convois logistiques qui pourraient venir. Pour résumer en 2 mots, est-ce que vous pensez comme Guillaume Ancel qu'on est là, à un moment donné, à un moment très important et dans cette offensive sur le front sud? Oui, alors on est à un moment important depuis un moment, hein, parce que l'offensive est importante depuis 3 mois. Mais là, encore une fois, je répète, est-ce que la percée vers Beauvais et le contournement vont s'effectuer? Je n'en sais rien, on n'a pas des éléments assez... On n'y est pas encore. Non, parce que quand je regarde les images que vous nous montrez, à chaque fois les véhicules blindés sont détruits par l'artillerie. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas continué à progresser. Ce sont des images russes. Oui, non, On les seuls qu'on a pour l'instant. Ce sont des images russes. Mais ce qui est intéressant, c'est ISW qui, pour la première fois, dit « Je peux m'engager à dire qu'effectivement la réserve ukrainienne est engagée ». Et ça, vous vous souvenez, depuis le mois de juin, je vous dis, le jour où la réserve ukrainienne est engagée, ça c'est un signe que quelque chose se débloque. Et ça, ISW, c'est son appréciation. Depuis longtemps, il dit « Je ne sais pas, ça avance, mais je ne peux pas dire ». Aujourd'hui, il dit « Oui, ça commence à progresser ». Vincent. Les experts précisément sollicités par cet Institut pour l'étude de la guerre que citaient Lucile et Dominique à l'instant estiment qu'il y a 3 conditions pour un succès de cette poussée vers le sud. Mais il faut que les 3 conditions soient réunies simultanément. 1, il faut qu'il y ait un manque de réserve et de puissance de feu côté russe. Difficulté de rotation, de renouvellement, de régénération des forces, d'acheminement des munitions par exemple. 2, il faut qu'à l'inverse, côté ukrainien, il y ait suffisamment d'hommes et de stocks pour maintenir l'effort et la poussée. Et 3, et c'est important et ça nous ramène à la carte que nous examinons ensemble, il faudrait que les lignes de défense 2 et 3, les lignes suivantes, donc postérieures au bréchage de la première ligne, réputée la plus rude à franchir, soient moins bien défendues, moins minées, moins fortifiées que les premières. Mais 2 des 3 conditions ne suffisent pas. Il faut que les 3 soient réunis. Et d'ailleurs, dernière notation qui est assez intéressante tactiquement, c'est que initialement, les Russes avaient fait le choix tactique d'attaquer le saillant que les Ukrainiens avaient réussi à dessiner vers une ville qui s'appelle Orikiv. Donc la manœuvre, c'était d'encercler. Et en fait, à revers, c'est eux-mêmes qui ont été encerclés. C'est-à-dire que cette manœuvre, pour essayer de tuer la tête de flèche ukrainienne, a échoué. Et à l'inverse, vous avez le 56e régiment aéroporté, des troupes supposées d'élite, qui sont pour le moment coincés totalement, encerclés à 7 km par les forces ukrainiennes. Et d'après les blogueurs militaires russes eux-mêmes, il y a même une sorte de vent de panique qui est en train de souffler